Forcément, on espère que la parole sera directe avec elle. Elle, c'est notre invitée précise du jour, Madame Charlotte Daffé, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Bonjour, Madame. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous. Le plaisir de vous recevoir de nouveau. Moi, j'ai envie d'ouvrir cette interview par cette question liée à la disponibilité du poisson sur le marché guinéen. Est-ce que, à date, vous êtes à même de nous dire qu'il y a suffisamment du poisson pour tout le monde, pour toutes les bourses sur le marché guinéen? Alors, vous savez, le poisson est approvisionné, le marché est approvisionné, je veux dire, avec du poisson de la pêche artisanale, essentiellement. Aussi, de la pêche industrielle. Il y a également des sociétés spécialisées dans l'importation de poissons. Donc, ce sont ces différents canaux, c'est à travers ces différents canaux que le marché est approvisionné. Ouais. La pêche artisanale à elle seule ne suffisant pas, on fait recours à la pêche industrielle. Aujourd'hui, et même à de l'importation. Voilà, et même à de l'importation. Aujourd'hui, les navires de pêche industrielle viennent de commencer à sortir et ils ne vont retourner qu'au bout vers la fin de la semaine prochaine. Donc on va commencer à recevoir du poisson issu de la pêche industrielle, mais la pêche artisanale ne s'arrête jamais. Ça ne s'est jamais arrêté, ça continue et on continue à approvisionner. Donc il y a quelques soucis en ce moment d'approvisionnement ou de l'abondance du poisson sur le marché guinéen. Alors, parlant d'abondance, ça sera jamais, il y aura abondance certainement, mais il y aura toujours des manquements. Ouais. Pourquoi? Parce que la population aussi a augmenté. Ouais. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, la population à Conakry guinéenne n'était pas 13 millions d'habitants. Ouais. À Conakry, on n'était pas 2 ou 3 millions d'habitants. Donc, plus ça augmente, plus le besoin aussi augmente. Donc, c'est vraiment relatif. Ouais, de l'autre côté, c'est les prix, le prix du poisson, madame. Nous sommes des pères de famille. On a les échos du marché à travers nos épouses. Et de toute vraisemblance, le marché est devenu très cher. Notamment, le prix du poisson ne semble pas être à la portée de tous les ménages aujourd'hui. Quel commentaire de votre part? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Il y a plusieurs facteurs qui ont un impact direct sur le prix du poisson. Ouais. Quand vous prenez par exemple le carburant, ça a un impact direct sur le prix du poisson. Parce que vers la fin de l'année dernière, quand les navires sont sortis pour le 4e trimestre, le carburant se négociait autour de $1,400 la tonne. Alors qu'au départ, c'était dans les 500 à 600 $. Ouais. Donc, ceci a eu un impact, les opérateurs ne pouvant plus. Nous, en tant qu'administrateurs, on ne voulait pas qu'il y ait augmentation de prix du poisson. Ouais. Donc, on a serré, mais à un moment donné, on a vu les difficultés vraiment qu'ils rencontraient. On a un peu lâché du lest. Ouais. Il y a eu une légère augmentation, mais ça aussi avec tous les acteurs intervenants dans le processus. Bien. Et peut-être peut-on pas penser éventuellement un jour à une détaxation du carburant en faveur des acteurs du secteur? Justement, l'État est en train d'y travailler. Bien. Et aujourd'hui, il y a une structure qui est mise en place qui va aller vers le sautage. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui coûte cher, c'est que les navires sont obligés d'aller jusqu'à Dakar, en dehors vraiment des eaux territoriales guinéennes, pour aller prendre du carburant et venir pêcher, approvisionner la population guinéenne. Ouais. Donc, ça fait vraiment beaucoup de charges pour eux. Et donc, l'État est en train de... C'est ce qui se répercute sur le prix du poisson. Ouais. Et c'est ce que l'État est en train de corriger aujourd'hui en mettant en place ce mécanisme pour que les navires puissent prendre du carburant directement à partir de la Guinée ici. Bien. Alors, oui, madame, on va parler des débarcadères. Mais avant, parce qu'il y a une question sur les sociétés de pêche. Parce que des acteurs nous ont fait comprendre qu'une des mesures qui pourrait être prise par l'autorité que vous incarnez, en faveur d'un allègement du prix du poisson, ce serait de subventionner les sociétés de pêche. Est-ce que vous y pensez, madame? Subventionner les sociétés de pêche. En fait, déjà, la subvention du carburant va beaucoup les alléger. Parce que, pour votre information, si vous l'avez déjà, la pêche est complètement privée en Guinée depuis 1987. La pêche est privée. Donc, l'État ne peut pas subventionner des sociétés privées. Mais ce qu'il peut faire, puisque
il s'agit de l'approvisionnement de la population guinéenne, c'est jouer un peu sur le coût du carburant, qui est vraiment l'élément, le facteur le plus élevé. Bien. Et deuxième chose, il y a au-delà du prix du carburant, tous les intrants de pêche sont subventionnés par l'État. Donc ça, il y a vraiment un effort considérable qu'il ne faut pas oublier de signaler. Très bien dit. Madame Charlotte Daffé, ministre de la Pêche et de l'économie maritime, en notre compagnie ce vendredi. Oui, on va parler maintenant de la situation des débarcadères. Certains sont dans un état assez lamentable au plan sécuritaire, au plan sanitaire, même au plan hygiénique. Lors de votre dernier passage dans cette émission, vous avez parlé de ce plan de rénovation et de reconstruction de nos débarcadères. Aujourd'hui, ce projet se situe à quel niveau ? Alors, nous avons élaboré et validé en juillet 2022 notre plan stratégique halieutique 2020 jusqu'à pour les 5 prochaines années, 2023-2027 notamment. Et dans ce plan stratégique, il y a la rénovation et la construction, l'aménagement de nouveaux débarcadères. Dedans, c'est quelque chose qui est en cours et qu'on va commencer à mettre en œuvre parce qu'on est déjà en 2023. Donc, on est pour le financement du plan. Quel est le bilan? Le plan stratégique coûte 250 millions de dollars. Donc, nous sommes en discussion avec les partenaires pour avoir le financement et pouvoir mettre en œuvre tous les projets que nous avons identifiés et mis dedans. Ouais. Mais en la matière, quels sont les acquis déjà? Quels sont les ports de pêche ou plutôt les débarcadères qui ont été touchés par ce plan de rénovation, de reconstruction? Alors, on a lancé aussi le programme d'appui à la pêche artisanale en Guinée. Et dans ce programme, il y a 38 débarcadères identifiés qui vont être réaménagés, mis à niveau et la construction d'une dizaine. Très bien. Oui, Mamadou. Je voulais dire, mais déjà avant qu'on ne conclue ce projet de financement, est-ce que par vous-même, par vos propres moyens déjà, il y a des travaux qui ont été faits, ne serait-ce que pour mettre ces débarcadères dans le minimum d'état, de fréquentabilité et de sécurité, comme il a dit, par vous-même? Oui, bien sûr. Bien sûr, l'année dernière déjà, on a commencé parce qu'il n'y avait même pas d'eau là-bas. On a commencé par mettre des forages en place dans les principaux débarcadères de Conakry. Et puis, on vient de façon ponctuelle les aider pour le nettoyage. On a un partenariat avec le génie militaire qui intervient pour nous débarrasser parfois de certaines immondices. En attendant la réalisation de ce projet de rénovation et d'équipement, les femmes se plaignent par exemple des difficultés liées à la conservation des produits de mer. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour alléger leur souffrance? Ce ne serait que la construction par exemple des chambres frigorifiques. Alors, des appels d'offres sont lancés pour ça. On a trouvé des partenaires qui vont venir construire des chambres froides, des entrepôts frigorifiques pour alléger un peu, pour accompagner les femmes pour l'entreposage des produits. Combien de chambres pourraient voir le jour? Vous avez une idée du nombre? À court terme, il y a une dizaine. Une dizaine. À court terme. Ouais. Moi j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que la commune de Matoto, la plus grande, n'a pas le moindre port de pêche. La commune de Matoto, il y a le port de Bessia. Qui semble beaucoup plus éloigné de la grande commune. Oui, c'est éloigné, mais il y a le port de pêche de Bessia. Il y a même est-ce qu'un programme est prévu pour peut-être construire d'autres débarcadères ou des ports de pêche dans la plus grande commune de la Guinée quand même, madame? Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a fait l'état des lieux, il n'y avait aucune gestion dans ces débarcadères. Aucune gestion, c'est-à-dire? Aucune gestion. Quand je dis aucune gestion, c'est vraiment aucune gestion. Parce que les débarcadères étaient gérés par les familles. Les familles. On a mis en place ce qu'on appelait comité de développement des débarcadères, gérés par les communautés. Donc, c'est mis en place, une famille vient, elle s'approprie le port. On nomme un chef de port et ça ne fonctionne pas. Donc, l'État était complètement absent de ces débarcadères. Donc, quand on a fait l'état des lieux, on s'est rendu compte qu'il faut vraiment ramener la présence de l'État dans ces débarcadères. Et aujourd'hui, cela est fait. Aujourd'hui, on a nommé des directeurs dans tous les ports et débarcadères, en tout cas à forte activité de pêche. Très bien. Voilà. Allez, la suite avec vous, Lincoln.
Oui, et madame, moi je vais parler des filets de pêche. Qu'en est-il réellement de l'interdiction des monofilaments en nylon? Et je voudrais également savoir aujourd'hui combien de licences de pêche sont disponibles et combien ont été livrées à qui, puisqu'on parle désormais de monopole qu'on va détailler. Bien, d'abord sur l'interdiction des monofilaments en nylon. D'accord. Est-ce que la mesure est observée? L'interdiction, c'est un décret qui a carrément interdit Bien entendu. L'importation, la commercialisation et la détention de monofilaments. Ouais. Mais très malheureusement, c'est vraiment pas observé parce que les pêcheurs, ils se plaignent, ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de filet réglementaire. Alors, ce qu'on a fait en tant qu'État, on a commandé. Aujourd'hui, c'est dans le même cadre que les entrepôts. On a commandé 10 000 nappes de filets qui sont en fabrication et qui vont venir pour venir soulager un peu les pêcheurs artisans essentiellement afin qu'ils puissent se débarrasser. Ça, c'est un peu... Mais en fait, on importe, mais on va leur vendre à moindre coût. Très bien. Il faut déjà que ce soit disponible, que ce soit à leur portée. Et après, on va continuer le processus et eux-mêmes, ils vont se mettre dedans pour pouvoir se débarrasser. Donc, c'est le seul mécanisme. C'est le seul mécanisme. Parce qu'en fait, on leur avait dit de s'approprier des filets réglementaires. Ça n'a pas marché. Donc, en tant qu'État, on a pris la responsabilité nous-mêmes de commander des filets réglementaires qu'on leur mettra à disposition à ville précise, je veux dire ainsi. Ouais. Et après, la suite, ils vont continuer à acheter eux-mêmes. Bien. Ouais, il parlait de licence de pêche aussi, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. C'est même, on va dire, le cœur de cette interview, Madame la Ministre. Qu'est-ce qui se passe autour de la délivrance des licences de pêche? On apprend qu'il y a du retard là-dessus, et que cela fait 2 mois que beaucoup d'acteurs se plaignent, et certains parleraient même de monopole en faveur de la société Perform Africa. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe autour des licences. Pourquoi autant de bruit? Ce qui me désole d'ailleurs, c'est le fait qu'on assimile le département de la pêche aux licences. Dès qu'on parle de pêche en Guinée, les gens parlent tout de suite de licences. Aujourd'hui en Guinée, de 2014 à date, on a 373 sociétés de pêche répertoriées, créées au niveau de l'APIP. 373 sociétés de pêche. 373 sociétés de pêche qui veulent tous pêcher. Aujourd'hui, de 2021 à 2022, il y a eu 74 nouvelles sociétés créées. 2022-21, sociétés actives, 22. Sur les 74 créées. 2022, 22 sociétés actives. Ouais. Société de pêche. Selon vous? Parce que on va faire aujourd'hui, les statistiques d'abord. Voilà, en fait, j'ai voulu commencer par les chiffres pour vous interpeller sur des choses. Ouais. Donc, 373 sociétés de pêche, parce qu'aujourd'hui, regardez autour de vous. Est-ce vous pouvez identifier une société comme étant une société championne de pêche en Guinée? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est quelle société qui est leader de pêche en Guinée? Tous les acteurs qui sont là assimilent la pêche, se sont focalisés sur la seule activité de commercialisation. Alors que la pêche, il y a d'autres choses. Ce n'est pas que la seule activité de commercialisation. Donc ces sociétés, elles viennent, elles travaillent, elles vendent aux marieuses et puis c'est fini. Donc ce que nous avons dit, vous voulez pêcher en Guinée, nous voulons développer le secteur de la pêche. Et pour développer le secteur de la pêche, il faut développer la pêche artisanale. Ce n'est pas la pêche industrielle qui développe. Parce que la pêche industrielle est tenue par les étrangers. Tous les engins qui sont utilisés. Ils exportent alors. Tous les engins qui sont utilisés, d'accord, appartiennent à des étrangers qui viennent travailler avec des sociétés de droit guinéens. Parce que c'est ça l'une des premières conditions pour pouvoir être reconnu société de pêche. Donc, eux, ils travaillent avec les acteurs guinéens. Ils prennent, puisque c'est un partenariat, ils ont la subvention de leur État.
Ok, donc ils viennent pêcher des espèces qui ne sont pas consommées chez eux et qui ne sont pas consommées chez nous. Ils exportent ça et le reste, ils débarquent. Donc ceux qui débarquent, on approvisionne le marché local avec et c'est parti. Donc ce que nous avons mis en place cette année, première chose, pour avoir une licence, il faut d'abord avoir un navire. Un navire à soi. Un navire, oui, propre, soit avec un partenaire qui a un navire avec lequel vous avez un contrat. D'accord. Parce qu'il faut pas forcément une propriété privée. Pas une propriété privée. Parce qu'il faut favoriser aussi nos compatriotes. Qu'est-ce qui se passait avant? Les gens, ils viennent, ils essaient d'avoir une licence. C'est pour ça qu'il y a eu création de multitudes de sociétés. Chacun vient chercher une licence sans navire. Après, il se met à chercher des propriétaires de bateaux. On a vu que ça ne fonctionne pas. Dès la première année, quand on est arrivé, on a dit non. Quand on a élaboré le plan de pêche, cette fois-ci, c'est pas ça. Et l'autre point que je voulais expliquer, comment on en vient aux licences? Allez-y. Il faut d'abord aller sur la ressource. On a notre centre de sciences halieutiques de Boussoura qui est chargé de la recherche. Donc, le centre de Boussoura, que moi j'appelle communément notre boussole, va faire une évaluation des ressources sur une année, vers la fin de l'année ou en milieu d'année. Très bien. Quand ils se rendent compte que les ressources se sont améliorées et qu'il y a de la ressource, ils calculent, ils ressortent les résultats de la biomasse. Et cette biomasse est calculée, traduite en nombre de navires. Très bien. Devant pêcher sur une année. En 2021, par exemple, 2022, la biomasse a calculé et a ressorti la possibilité de pêche parce qu'il y a toute la biomasse qui est là et puis il y a le potentiel exploitable. Donc le potentiel exploitable correspondait en 2022 à 77 navires. En 2023, le potentiel exploitable... Donc en français facile, Madame la Ministre, c'est que vous avez un dispositif, une technologie qui vous permet de savoir en une année combien de navires doivent pêcher. La quantité de pêche et de poissons qu'on peut pêcher dans nos eaux. Exactement. Et conformément à ça, combien de navires peuvent être autorisés sur cette année. C'est formidable ça, franchement. Donc 77 navires en 2022 ont été autorisés à pêcher. Et on a demandé, en juillet encore, j'ai lancé la campagne d'évaluation des ressources. Ça s'est passé aussi à la télé. Et ils sont allés, ils ont fait l'évaluation. Pour 2023, ils ont trouvé un potentiel exploitable pour 90 navires. Bien. 90 licences. Normalement pour 2023. 23, ok. Et une fois que ça s'est fait, moi j'ai sorti, vous avez peut-être la note circulaire, pour informer les pêcheurs. On aménage, le plan de pêche est élaboré, validé par tous les acteurs de la pêche et l'administration. Le plan de pêche est validé et par les acteurs de la pêche et par l'administration que nous représentons. Donc dans une démarche inclusive. Voilà. Donc, tout le monde intervient. Et quand ils ne sont pas d'accord, ils disent non. Ils définissent ensemble les types de navires. Tout ce qui doit être mis dans le plan de pêche, c'est validé par l'ensemble des acteurs. Donc, une fois que ça c'est fini, moi, je signe. Après, la partie redevance vient. Et il y a un arrêté conjoint qui est signé par monsieur le ministre des Finances et moi-même. Bien entendu. Qui fixe les redevances de pêche qu'on annexe au plan de pêche. Donc tout le monde sait combien il doit avoir. Il y a combien de navires et étant eux-mêmes propriétaires, quels sont les coûts de licence. Tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Donc on ne va pas créer de polémique autour de ça. Maintenant, avant la fin de l'année, moi j'ai demandé à mes inspecteurs d'aller faire une inspection des navires parce que les conditions de vie des marins guinéens à bord étaient vraiment exécrables. Oui, bien entendu. Vous en avez parlé ici d'ailleurs. J'en ai parlé à votre antenne. Bien. Et aussi,
les conditions d'hygiène requises pour les navires n'étaient pas respectées. Quand on a eu les résultats, j'ai fait appel à tous les acteurs avec leurs partenaires, propriétaires des navires. Il y avait des photos, il y avait même des vidéos. Je leur ai montré. Écoutez, regardez, est-ce que vous pouvez accepter qu'on traite vos parents, vos compatriotes de la sorte? De la sorte, oui. Je dis, si vous n'acceptez pas, je ne l'accepterai pas non plus. Ce qui n'est pas accepté dans la sous-région, je ne vais pas l'accepter ici non plus. Donc, c'est ce qui a été fait. Et j'ai demandé à ceux qu'ils se mettent tous à jour. Je dis que tous ceux qui ne répondront pas aux conditions sanitaires requises n'auront pas de licence. C'est ce qu'on a fait. On a fait sortir la note circulaire. Et également, on a mis en place un système de caution. Puisqu'on a beaucoup de sociétés de pêche qui se promènent avec dans les sacs. Donc, on s'est dit, on va mettre une caution en place pour venir faire des investissements. Parce que vous ne pouvez pas, on est partenaire. Vous avez la subvention de votre État, mais venez quand même investir aussi chez nous. Parce qu'ils vont, ils pêchent, ils débarquent les cartons et c'est fini. Ils s'en vont. On a dit non. Donc, il faut réaliser des infrastructures à terre. Bien. La caution qui est là, ce n'est pas de l'argent qu'on verse dans les comptes du ministère de la Pêche. C'est une caution qui est bloquée à la banque. Si vous êtes crédible à la banque, vous êtes solvable à la banque vous bloque votre argent. Pour les petits navires, 400 millions. Pour les gros navires, ceux qui ont de 1 à 5, 800 millions. Ceux qui ont plus de 5 navires, 1,2 milliard qu'ils bloquent. Après, par bateau. Par bateau. Parce que ce qui se passait avant, les gens venaient et disent, je signe un engagement sur l'honneur. Toutes les fois que les licences, avant même que l'avènement du CNRD, les licences étaient délivrées sur la base d'un engagement sur l'honneur que les opérateurs signaient pour la réalisation d'infrastructures. Mais ça n'a jamais été fait. Engagement sur l'honneur. Les infrastructures à terre, que vous appelez à terre, les entrepôts frigorifiques, c'est ce dont on parlait pour aider les pêcheurs artisans. Les entrepôts frigorifiques, les fabriques de glace, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, il signe un engagement. Dès qu'il signe l'engagement sur l'honneur, il a sa licence, c'est fini. Donc, on a dit, OK, nous, ceux qui veulent vraiment travailler, doivent nous aider à développer notre secteur. Donc, il faut faire des réalisations. C'est pour ça qu'on a mis le système de caution. Donc, c'est entre autres critères pour accéder aux licences. Donc, j'ai échangé avec les opérateurs. Ils étaient sceptiques. Après, je leur ai dit, écoutez, regardez dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Regardez l'agriculture, vous regardez l'élevage, vous regardez le commerce. Il y a des champions. Qui est champion parmi vous ici? Il n'y en a pas. C'est parce que vous ne faites pas de réel, vous n'investissez pas dedans. Ces sociétés-là, aucune ne peut venir vous voir avec un business plan détaillé à court, moyen et long terme. Il n'y en a pas. Bien. Alors, donc, on a une idée des conditions d'accessibilité aux nouvelles conditions. Voilà, c'est ce que j'ai mis en place. Bien. Et les sociétés, certaines sociétés, elles ont respecté toutes les conditions. À date, combien de licences ont été délivrées, madame? On a délivré à date sur les 90. Sur les 90, 37. 37. Et quelles sont les sociétés bénéficiaires? Pour éviter, parce que dans l'opinion, beaucoup estiment que, hier on en parlait, que Perform Afrique a le monopole. Moi, une de mes sources m'a dit hier qu'il y a une société qui a 12 licences et que Perform a 10, contrairement à ce qu'on raconte. Joliba a 1 et une autre société Sony Pêche aussi a 8. Mais pourquoi on parlerait de Perform comme étant la société qui monopolise aujourd'hui les licences? En fait, je ne voulais vraiment pas citer les sociétés ni le nombre de licences parce que ce n'est pas ça la question. Le mécanisme de délivrance des licences, c'est ce que je voulais expliquer. Mais puisque vous ramenez le sujet, la société Perform Afrique, le directeur de la société Perform Afrique est le président de la Fédération patronale de la pêche industrielle en Guinée. Ceci dit alors. Ce n'est pas moi qui l'ai nommé. Il a été choisi par ses pairs. Effectivement. J'ai trouvé ça en place. Toutes les sociétés qui sont en train de pêcher aujourd'hui, je les ai trouvées en place. Si il est nommé
il est choisi, élu comme président de la Fédération patronale de la pêche industrielle en Guinée, est-ce que ça, c'est l'équipe de Mme Charlotte Daffé qui a fait? Alors, Non, là n'est pas le débat du tout. Voilà. Le débat, c'est comment ça se fait que On ne peut pas parler de monopole, s'il est puisqu'il établi... n'y a pas une seule. On parle de monopole quand l'activité est gérée par une seule personne. Oui. Bien. Ou Est-ce une qu'on seule peut avoir personne. une idée de ces sociétés qui ont raflé à date les 35 licences qui ont été délivrées? Madame. Je vous dis que je n'ai pas envie de citer des noms. D'accord. Mais ce qui est sûr, on pense que ceux à qui on pense pour dire que c'est les plus avantageux ne le sont pas. Parce Bien. qu'il y en a même parmi ceux qu'on dit avantageux qui ont vu leurs navires se faire récaler. Oui, j'apprends que Sidi avait 13, cette année il n'a que 10, les 3 autres il n'a pas eu cette licence. Et que Ali Sad a 12, et un autre c'est Kourman qui a 8, Joliba Pêche a juste 1. C'est pourquoi on demande... Les dominants, que... c'est Sonic Pêche Oui. et Afrique Perform. Oui, bien entendu. Ouais. Non, mais c'est les deux plus gros du secteur. Et Forcément. on apprend qu'une société même a porté plainte contre Wow. vous parce que vous refusez de livrer la licence, c'est Aquapêche. Vous confirmez? Alors, vous savez, mon rôle aussi, c'est de lutter non seulement la préservation des ressources et de notre écosystème, des ressources halieutiques de notre écosystème, mais aussi la lutte contre la pêche illicite. Illicite. Donc, je n'ai dedans contre aucune société parce que ce sont des Guinéens. Ouais. C'est ce que Monsieur le Président de la Transition a dit. Il faut aider les jeunes Guinéens. Pourquoi je vais refuser d'aider les Guinéens? Mais je suis obligée de suivre les procédures. Moi, je pilote en me basant sur les procédures. Je me base au niveau de la pêche. Ouais. Tout est écrit. On a les textes. On a nos textes locaux, mais aussi on a des conventions internationales. Bien on fait entendu. partie de la commission sous-régionale des pêches, par exemple. Vous comprenez? Ouais. Donc, il y a le code maritime qui est là, il y a le code de la pêche qui est là, il y a aussi le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries élaboré chaque année, que moi je suis à la lettre. Ouais. On aligne un navire, on reçoit des alertes nous disant attention, ces navires-là, cette flottille s'est déjà livrée à de la pêche illicite. On est obligé de suivre la procédure pour voir est-ce que ce qui est dit est vrai, est-ce qu'on peut continuer avec ça. Parce que la Guinée a été longtemps blacklistée à cause de la pêche illicite. Tout à fait. Et voulez-vous qu'on retombe encore dedans? La sanction vient d'être levée et c'est seulement en janvier 2022 qu'on a commencé à exporter les produits halieutiques de la Guinée. On a levé cette sanction. Donc si on retombe dans nos partenaires nous avertissent, nous alertent sur certains navires. On dit non, on s'entête, on continue à les aligner, on est blacklisté. C'est pas la pêche seulement qui va être impactée. Parce que quand l'Union européenne sanctionne un pays, ça va se répercuter sur plusieurs autres départements. Bien entendu. Donc il ne faut pas voir que la pêche, il faut voir vraiment à une portée plus globale. Bien, peut-être un mot sur le coût avant de passer la parole à Kumba. Le coût des licences, on parle de jusqu'à 500 millions de francs guinéens par trimestre, madame. Oui. Ouais. Et il y a des voix qui s'élèvent pour accuser l'État de ne voir que le profit. Alors que tout cela a un impact sur la disponibilité du poisson, donc de cette ressource rare, mais aussi sur le coût du poisson, sur son prix, tout simplement. Je vous l'ai dit en l'entame. Oui. Le facteur qui pèse beaucoup plus sur le prix du poisson, c'est sincèrement le carburant, à 70%, je peux dire. Le coût de la licence n'a rien à voir. Parce que le coût de la licence... Il semble que les licences guinéennes sont les plus chères de la sous-région. Est-ce que vous confirmez? Les licences sont... Les prix des licences sont fixés en fonction du type de navire
et de la taille du navire. Donc, un navire glacier ne peut pas avoir le même prix qu'un chalutier. Ouais. Voilà. Est-ce qu'un type de navire en Guinée coûte plus cher que le même type de navire au Sénégal, en par Côte exemple. d'Ivoire ou au Sénégal, Le Sénégal qui a en termes de comparaison? plus de côtes maritimes que la Guinée. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Je vous ai dit, je répète encore, que le facteur qui fait monter le prix des licences? Pas des licences Du poisson. Oui. C'est le carburant. Le Sénégal, eux, ils prennent le carburant chez eux directement. Ouais. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Le prix de la licence n'a rien à voir parce que ça, c'est défini ensemble. Mais vous êtes d'accord que la licence coûte très cher en Guinée? Est-ce qu'un effort peut être fait pour revoir le prix de la licence à la baisse un tout petit peu? Le prix de la licence, en fait, on n'est pas dans une négociation, commerciale. Mais c'est ce que nous entendons des acteurs, madame. Et beaucoup d'entre eux se plaignent du coût quand même, du coût élevé de la licence. Okay, et c'est un prix qu'il faut renouveler chaque trimestre. Ok, ils se plaignent du coût élevé. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont une fois arrêté? Ils ont dit, bon, moi, j'abandonne, je ne veux plus. Ben non. Mais c'est parce qu'ils gagnent du profit. Bien, allez-y. La caution, est-ce que il y a certains qui disent que la caution, elle n'est pas remboursable, même pour les bateaux qui n'obtiennent pas la licence. Vrai ou faux? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, en fait, les navires, c'est quand on vous donne la licence, on bloque la caution. Mais quand vous n'avez pas de licence, on vous retourne votre caution. Bien, la suite de l'interview avec vous, Mamadou Yaya. Oui, Madame la Ministre, peut-être pour finir avec les licences. Alors, en ce qui concerne les licences en faveur des tonniers, quels sont les avantages financiers tirés par l'État? Et j'enchaîne avec une autre question. C'est le retour du poisson guinéen sur le marché européen après 9 ans. Est-ce que le cap est tenu? Alors, pour répondre à votre première question, oui, les tonniers, il y a un avantage pour l'État. Parce que de toute façon, les tonniers sont gérés comment? Nous, que nous donnions ou pas, ils prennent une licence ici, après ils vont au Sénégal, ils prennent là-bas aussi pour pouvoir pêcher dans les eaux. Donc, en fait, ils sont vraiment suivis et surveillés par l'Union européenne. Donc, il n'y a aucun problème sur les possibilités de pêche illicite ou pas. Maintenant, quand ils viennent dans un pays, ils prennent pour l'année, en fait, la possibilité. Parfois, ils viennent une seule fois. Parfois, et peut-être ils viennent 2 fois. Donc, quand ils viennent, les tonniers, c'est 40 000 par navire tonnier. Le retour du poisson guinéen sur le Oui, le cap est maintenant l'établissement qui était validé par l'Union européenne. JTH continue à exporter vers l'Union européenne. Et il y a un deuxième établissement même qui vient d'être agréé encore par l'Union européenne. Donc, le cap, on peut dire que le cap est maintenu. Bien. Akoumba Diallo. Voilà, moi j'aimerais surtout vous interpeller pour avoir une explication en tant que profane sur le point 9 de votre circulaire en ce qui concerne l'accès aux ressources, notamment sur les cautions. J'ai vu qu'au point A, celui qui a un bateau paye 400 millions, celui qui a environ 5 bateaux paye 800 millions, et celui qui a plus de 5 bateaux paye 1,2 milliard. Sur quels critères reposent ces cautions-là, leur valeur? Parce que je me suis un peu amusé en tant que profane en calcul pour me dire que peut-être celui qui a plus de 5 bateaux payerait moins cher. Parce qu'il peut, vous avez dit plus de 5 bateaux, donc il peut en avoir 10, il peut en avoir 20. S'il ne paye que 1,2 milliard pour l'ensemble de navires qu'il a, certainement je me dis qu'il paye moins cher. Mais ça, c'est juste pour lever le doute que j'ai. Je n'ai jamais été un bon mathématicien. Pour ce qui concerne les bateaux qui avaient été sous sanction jusqu'en 2019, sanctionnés par l'Union européenne, j'ai retrouvé Al-Bakora. Le groupe Al-Bakora est encore aligné en 2022 et j'imagine qu'il est encore dans nos eaux pour pêcher. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et puis pour finir, pour les tonniers, moi j'aimerais savoir, puisque je fréquente un peu l'Europe, je sais que le thon coûte extrêmement cher. J'aimerais savoir si les 40 000 que vous avez dit par bateau, c'est 40 000 $ ou 40 000 francs guinéens ou 40 000 euros.
Et puis j'aimerais savoir combien coûte un kilo de thon et combien l'ensemble de ces thoniers recensés là payent à la Guinée. Et est-ce qu'ils débarquent en Guinée, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'ils viennent une fois. Je m'arrête là d'abord pour... Ouais, ça fait plusieurs questions. Plusieurs questions en même temps. Bien. Donc, on va aller... on commence par la question, le point 9. Vous dites, voilà, la caution, vous voulez savoir... ce que vous devez comprendre, c'est que la caution n'est pas liée au nombre de navires. C'est par société. Donc ici, c'est écrit la société qui détient oui, 5 navires au plus paye 1 milliard, et si elle détenait 10 ou 20. C'est la société. C'est pas un montant par navire. Mais c'est un montant par société. Alors ça devient plus grave pour moi, madame. Ceux qui ont plus de navires, on peut pas, si on se dit on va multiplier par le nombre de navires, mais ils ne pourront pas payer leur licence. À partir de 5 navires, on estime que ce sont des sociétés vraiment qui sont très importantes, qui peuvent faire beaucoup d'investissements. Ouais. Voilà. Et pour les 400 millions, c'est vraiment pour les navires de pêche semi-industrielle. Ceux qui viennent de commencer, ce n'est pas très grand, mais ils peuvent quand même faire une fabrique de glace, par exemple, rapidement. On met les 400 millions, mais peut-être que l'infrastructure qu'ils vont réaliser ne va même pas atteindre ce montant. Bien. On va parler de la situation. Non, il y a beaucoup de questions encore. Yakouma. Oui, Yakouma. Les thoniers. Voilà, pourquoi ils ne débarquent pas en Guinée? Combien ils rapportent? Et est-ce que le montant que vous avez annoncé, c'est $40 000? Quelle est sa monnaie? Ensuite, le prix du kilo de thon. Pour un peu faire la comparaison peut-être. Écoutez, le thon n'est pas consommé ici. Les thoniers, c'est $40 000. D'accord. Ok. C'est $40 000 qu'ils payent par licence. Et les navires dont vous parliez, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, je ne connais même pas les noms des navires. C'est le groupe Albacora qui a été sanctionné par plusieurs organisations internationales. J'en ai même tiré des copies qu'on pourrait échanger. Nous, on travaille avec la Commission sous-régionale des pêches. On travaille avec l'Union européenne. Pour preuve, quand on valide notre plan d'aménagement et de gestion des pêcheries, on envoie à l'Union européenne, à la FAO, on valide ensemble. Il y a beaucoup d'allers-retours. Et on travaille avec TMT, un organisme de surveillance, qui nous envoie des alertes également. On a aligné l'année dernière 47 navires démersaux, 77 en tout, mais sur les démersaux avec 47. Donc sur les 77 navires, y compris les navires que vous êtes en train de citer, parce que tous ces navires-là ont été alignés l'année dernière, il n'y a pas eu d'alerte. Donc quand il n'y a pas d'alerte de nos partenaires, on estime que c'est bon. Mais c'est quand il y a des alertes sur certains navires qu'on est obligé de pousser les investigations. Donc tous les navires qui sont là, rassurez-vous, ce sont des navires pour lesquels nous n'avons pas reçu d'alerte. Les navires pour lesquels nous avons reçu des alertes, ça, nous continuons à les surveiller. Bien. Peut-être deux dernières questions avant de clore. Bassikou. La pêche illicite, dites-nous, quel est l'état aujourd'hui de surveillance, les moyens de lutte, mais aussi la situation des arraisonnements à date? Ouais. Vous en êtes à combien de montants mobilisés issus des arraisonnements, des amendes? Alors, la pêche illicite, c'est une lutte internationale. Ouais. Ce n'est pas uniquement au niveau de la Guinée. Et aujourd'hui, nous avons notre Centre national de surveillance de police des pêches, qui est notre bras armé. Ouais. Et qui a des bases de surveillance aussi sur la côte et aussi à Conakry, mais aussi il y a la coopération avec la marine marchande à travers le ministère de la Défense. Donc tous ces acteurs contribuent à renforcer vraiment la sécurité dans nos eaux maritimes. Ouais. Donc c'est vraiment un travail collégial qui est fait, en plus des contrôles ponctuels effectués par nos agents de surveillance. Eux aussi, ils viennent nous accompagner. Et sans oublier la préfecture maritime. En 2021, on n'avait plus d'inspecteurs.
Parce que tous les inspecteurs, à fin 2021, tous les inspecteurs étaient allés à la retraite. Mais cette année, par exemple, on a 36 agents qui ont prêté serment le 30 décembre dernier. Très bien. Qui vont être déployés pour aller sauver les eaux maritimes. La situation les arraisonnements, on a envie de savoir. Est-ce que le montant issu des amendes infligées aux bateaux qui sont surpris en position normale, est-ce que ces amendes, le montant s'est accru ou pas? Alors, en 2022, on était à environ 3 milliards sur le montant des arraisonnements. Et ces 3 milliards, vous savez, il y a un décret de Monsieur le Président de la Transition qui a mis en place la commission de transaction. Et dans cette commission, vous avez tous les acteurs, vous avez même le ministère des Finances qui est représenté, vous avez la Défense et les acteurs de la pêche, un représentant des acteurs de la pêche est représenté pour fixer ensemble les amendes. Et les amendes sont définies dans le code de la pêche. Et c'est en fonction de la nature de l'infraction et de la taille du navire. Voilà. Mais le montant à date... en 2023, c'est autour d'environ 3 milliards. Bien. Oui, Mamadou, je voulais savoir. Il n'y en a pas eu encore en 2022. Je voulais savoir, très rapidement de passage, Lincoln a évoqué le nom de Aquapêche. Il m'est revenu aussi très souvent que comme quoi c'est une société qui, par exemple, a 5 à 6 bateaux qui seraient neufs. Vous allez le confirmer ou pas, mais pourquoi ils n'ont aucune licence à date? Alors que, au regard des critères à appliquer, d'inspection, qu'ils répondraient à ces critères-là. Et je termine en disant, vous avez fait une sorte de plongée à l'intérieur du pays, l'immersion du gouvernement la dernière fois. Qu'en est-il aujourd'hui des recommandations que vous aviez faites à l'époque, à Zéré Corée pour la pisciculture, à Cancan et autres? Parce que ceux-là aussi vous attendent. Est-ce qu'à date, vous avez des résultats probants? Ok, je ne voulais vraiment pas m'aventurer sur la question de sociétés spécifiques ici, parce que moi, je pensais qu'on voulait vraiment parler de la c'est des cas qui reviennent. Les cas qui reviennent, écoutez, une société fait la demande. Quand la demande est faite, on la traite. On transmet à toutes les personnes, à tous les intervenants. La société Aquapêche a aligné un navire l'année dernière. Pour quelle raison on refuserait de lui donner encore un autre navire? La société Aquapêche, au-delà de demander des licences, a demandé de donner la nationalité guinéenne à des navires étrangers. On ne peut pas donner la nationalité guinéenne à des navires étrangers. Il faut... C'est qu'ils n'appartiennent pas à des Guinéens, quoi. Vous avez un véhicule que vous avez acheté en Belgique. Vous vous êtes associé avec quelqu'un. Votre associé, votre partenaire, vient, il quitte la Belgique pour venir revendre le véhicule ici sans votre consentement ou je ne sais pas avec votre consentement. Mais nous, on n'a pas les preuves. Après, il veut que moi je prenne le véhicule. Donc nous, on a simplement demandé de donner plus d'éléments qui certifient que les navires sont désormais guinéens. D'accord. Parce qu'une fois qu'on a donné la nationalité guinéenne, ces navires-là, quoi qu'ils feront, on va dire que c'est des navires guinéens. Bien. Maintenant, le cas de l'intérieur, l'immersion, les résultats. Le cas de l'intérieur, on est vraiment à fond dans la pisciculture. Au niveau de Zéré Corée, ça marche bien. On a même commencé à commercialiser les produits issus de la pisciculture. Bien. Est-ce que vous confirmez que vous avez fait arraisonner un bateau qui avait été, en tout cas, identifié dans les eaux guinéennes, qui a été arraisonné au Sénégal récemment? Oui, je le confirme. Et combien quelle amende a été infligée à ce bateau? Une amende de 500 000 $ lui a été infligée et à date, ils ont payé 350 000 $. Exact. Bien. Mais euros, pardon. Abakar, s'il vous plaît, parce que le secteur de la pêche est versé au trésor. On dit le secteur de la pêche et l'économie numérique. Maritime. Maritime. L'économie maritime. J'ai envie de savoir, en termes de statistiques, depuis 2022, quelle est la part d'apport du secteur de la pêche au budget global, en fait? Est-ce que vous avez des stats là-dessus? C'est important. On a contribué pour 90 milliards. L'année 2022? En 2022. Et les perspectives les donnent en hausse? Un peu plus, oui. Oh, très bien.
Ben voilà, je pense que voilà, elle a réussi à répondre à toutes nos interrogations et je pense aussi que les préoccupations des acteurs du secteur en grande partie ont été prises en compte tout au long de cette interview. Je termine avec ce message de Med Le Guinéen qui se prononce donc sur le passage de Madame la ministre. On comprend finalement les procédures pour la délivrance des licences. Félicitations à Madame la ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Grand merci à vous, Madame. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation et merci pour votre disponibilité pour film. Ça en est terminé pour ce numéro. Un grand merci à tous les chroniqueurs. Merci aussi à nos équipes à la régie, à la transmission. Tidiane Camara, Ibrahim Assila ont réalisé cette émission au plan technique. Restez sur Film FM, les programmes continuent. Demain, vous serez avec Ibrahim Khalil Diallo, le maire de sa génération, pour la dernière représentation au compte de cette semaine. Pour notre part, on se reprend lundi quand il sera 8h.